Bonjour à tous. Moi, je suis interniste au CHU de Lille. Et pendant que j'installe le PowerPoint, j'en profite pour remercier les organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir lors de cette journée. Le sujet qu'on va aborder maintenant, c'est l'initiation du traitement spécifique. Alors voilà mes conflits d'intérêts. Pour replacer dans le contexte de la journée, on a vu tout au cours de la journée comment affirmer le diagnostic, comment décider d'un traitement spécifique et comment choisir le traitement spécifique. Et l'objet de ce topo maintenant, c'est comment on va initier le traitement spécifique chez un patient ou une patiente chez qui on a retenu l'indication et défini quel traitement on allait lui prescrire. On a vu qu'il y avait donc plusieurs cas de figure, puisqu'il y avait d'un côté le chaperon avec le migalastat qui se prend par oral et d'un autre côté les enzymothérapies, la galsidase alpha et la galsidase bêta. Donc on va traiter ces cas de figure de manière différente. Alors, pour ce qui est du chaperon, le Galafold, on a vu, je le rappelle, qu'il y avait quand même un prérequis à garder en tête, c'est qu'on ne pouvait pas le proposer à tous les patients porteurs d'une maladie de Fabry, mais uniquement aux patients qui étaient porteurs d'une mutation sensible. On a vu également que pour les patients et les patientes de moins de 16 ans, pour l'instant, on ne pouvait pas leur prescrire. Et il y a une autre restriction, c'est que pour les patients insuffisants rénaux, avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, c'est une contre-indication au Galafold. Le Galafold fait partie de la liste 1, donc c'est une prescription hospitalière, mais qui n'est pas restreinte à une spécialité. Elle est de délivrance hospitalière ou en officine. Donc, dans ces cas-là, il faut, si le patient préfère, et c'est souvent le cas, récupérer son traitement dans sa pharmacie de ville, il faut le prévenir qu'il ne doit pas faire de nomadisme médical parce qu'il faut qu'il aille toujours dans la même pharmacie, comme c'est quand même un médicament un petit peu particulier et que les pharmaciens, et c'est normal, sont très rigoureux sur sa délivrance. Donc, c'est une boîte de 14 gélules et on va voir que 14 gélules, ça correspond à 28 jours de traitement. Puisque la posologie, elle est unique, les gélules font 123 mg de chlorhydrate de migalastat. Et donc, il n'y a qu'une seule posologie qui est d'une gélule par jour, mais un jour sur deux. Alors, ce n'est pas forcément facile à mettre en place la prise de ce traitement. Il faut bien prendre le temps de l'expliquer au patient et je pense de prendre le temps de lui expliquer par oral lors d'une consultation en lui disant qu'il faut qu'il prenne donc une gélule par jour, mais seulement un jour sur deux et que la prise de cette gélule, elle doit se faire à 2 heures de distance d'un repas, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 2 heures de jeûne avant et 2 heures de jeûne après la prise du repas et qu'il faut que la prise de ce traitement se fasse à heure fixe. Donc, on peut lui recommander de s'aider de petites applications sur son smartphone ou on peut essayer de le mettre sur la piste d'une réflexion sur la mise en place de moyens mnémotechniques ou de petits moyens comme ça pour ne pas oublier de prendre son traitement parce qu'ils ont vite fait de plus savoir est-ce que c'est le jour où je dois le prendre, le jour où je ne dois pas le prendre. Et là, je vous ai juste mis une photo de la boîte de Galafold pour que vous vous rendiez compte que le laboratoire a essayé de simplifier les choses. Donc, le jour où on prend sa gélule, forcément, le blister, après, il est vide et on peut cocher la case du jour où on ne prend pas la gélule pour essayer de s'y retrouver dans le calendrier. Mais donc, je pense qu'il faut prendre un petit peu le temps d'expliquer tout ça aux patients le jour où on lui remet l'ordonnance. Alors, les cas particuliers, l'insuffisance rénale. On a vu que si le DFG est inférieur à 30 ml par minute, on ne pouvait pas prescrire le Galafold. Mais sinon, s'il y a une insuffisance rénale modérée avec un DFG supérieur à 30, s'il y a une insuffisance hépatique ou pour les sujets de plus de 65 ans, il n'y a pas de nécessité d'adaptation posologique. La posologie est la même pour tout le monde. La question de la grossesse et de l'allaitement, il est indiqué dans le RCP que le Galafold est contre-indiqué. Cependant, j'ai retrouvé un cas dans la littérature d'une femme qui avait été exposée pendant les 18 premières semaines de sa grossesse au Galafold et qui a mené sa grossesse à terme avec un bébé qui était juste de petit poids, mais c'était une femme fumeuse, donc ça peut être un facteur confondant. Et en tout cas, il y a un registre international en cours pour colliger ces cas d'exposition au Galafold durant la grossesse. En tout cas, si on doit prescrire du Galafold à une jeune femme, je pense que c'est une question à se poser au moment de l'initiation ou au moment où on fait le choix de savoir s'il y a un projet de grossesse proche ou dans les années à venir, parce que c'est quelque chose qu'il faudra anticiper et c'est quelque chose dont il faut prévenir les patientes.
Alors, on a déjà abordé cette question, mais effectivement, le Galafold ne peut se prescrire que chez des patients qui ont une mutation sensible. Ce qu'on peut faire également, une fois qu'on a prescrit le Galafold, au bout d'au moins 1 mois de traitement, c'est doser l'alpha-galactosidase et comparer le dosage d'alpha-galactosidase sous Galafold avec le dosage d'alpha-galactosidase avant l'introduction de Galafold, afin de voir si on restaure une partie de l'activité de l'alpha-galactosidase, ce qui peut être un signe de sensibilité in vivo de la mutation du patient à la prise du traitement, ce qui n'empêche pas bien évidemment et ce qui ne préjuge pas de l'efficacité et de l'évolution future, mais ça je pense que ce sera l'intervention de Vladimir juste après le suivi sous traitement. Il faut également, je pense, prévenir les patients qu'il y a des effets indésirables possibles avec le Galafold, mais ça, en général, ils posent la question. L'effet indésirable le plus fréquent, ce sont les céphalées qui sont rapportés chez à peu près un patient sur 10. Plus rarement, il peut y avoir d'autres effets secondaires comme des nausées, un peu de fièvre. Voilà, mais c'est surtout les céphalées qui sont les plus fréquentes. On peut également lui expliquer quoi faire en cas d'oubli. C'est quelque chose qui peut arriver. Moi, je pense qu'il faut peut-être anticiper et en parler au moment de la prescription plutôt que s'apercevoir qu'il a fait n'importe quoi, qu'il n'ose pas vous dire qu'il a oublié de prendre sa gélule. Donc, dire aux patients que si jamais ça fait moins de 12 heures entre le moment où il devait prendre sa gélule et le moment où il s'aperçoit qu'il a oublié, il peut quand même prendre son traitement. Par contre, si ça fait plus de 12 heures, bah, tant pis, cette prise sera sautée et il repart sur son cycle avec la prise du comprimé à 2 jours de la prise qui a été sautée. Et puis la dernière chose que je voulais dire sur le Galafold, c'est que le laboratoire a mis en place, et c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui est à peine mis en place, qui vient juste d'être finalisé, un programme d'accompagnement qui s'appelle FaciFab pour les patients qui sont mis sous Galafold. Et ce programme leur permet, via des entretiens téléphoniques avec des infirmières spécialisées, de les aider à suivre leur traitement, à suivre leur suivi avec leur rendez-vous avec les divers spécialistes, parce qu'on a vu qu'ils devaient voir pas mal, il y avait un suivi particulier avec beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut leur parler, qui peut les aider également au quotidien. Alors voilà pour la molécule chaperon. On va passer maintenant à l'enzymothérapie. Il y a 2 enzymothérapies, donc on l'a déjà vu, hein, la galsidase alpha et la galsidase bêta. On va voir au début quelles sont les petites différences entre les deux, et puis on verra que les modalités de perfusion sont assez similaires entre les 2 molécules. Alors, je commence par la galsidase alpha, par ordre alphabétique, c'est le Replagal. Là, il n'y a aucun prérequis, hein, puisqu'on peut le prescrire à tout patient, quelle que soit la mutation. On a juste vu qu'il fallait que c'est pas recommandé chez les enfants de moins de 7 ans, même si je crois que ça a déjà été fait. Mais en tout cas, l'insuffisance rénale et la mutation ne vont pas contre-indiquer la mise en place du Replagal. C'est aussi une liste 1 avec une prescription hospitalière, une délivrance hospitalière. Et le Replagal se présente sous forme de flacon de 3,5 mg. La posologie, on l'a déjà évoqué, de 0,2 mg par kilo toutes les 2 semaines en perfusion intraveineuse. Alors, pour les cas particuliers d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, de sujets âgés de plus de 65 ans, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune adaptation posologique à envisager. On part à la même posologie de 0,2 mg kilo toutes les 2 semaines. Pour ce qui est de la grossesse et de l'allaitement, là encore, dans le RCP, c'est contre-indiqué. Enfin, c'est pas contre-indiqué, mais c'est noté comme une précaution. Il y a dans la littérature quelques dizaines de cas rapportés. Allô? Oui. Il y a dans la littérature quelques dizaines de cas rapportés de patientes qui ont mené leur grossesse et leur allaitement à terme sous Replagal. Mais là encore, comme pour la molécule chaperon et comme on le verra pour la galsidase bêta, quand on prescrit un traitement spécifique de la maladie de Fabry chez une jeune femme, il faut il faut lui poser la question des grossesses ultérieures et bien anticiper tout cela.
Pour la galsidase bêta, le Fabrazyme, pas beaucoup de différence en fait avec le Replagal. Les indications sont les mêmes. C'est également une liste 1 de délivrance hospitalière. La différence est dans le conditionnement puisque ce sont des flacons de 35 mg, puisque la posologie n'est pas la même. Elle était de 0,2 mg/kg pour le Replagal. Elle est de 1 mg/kg toutes les 2 semaines pour le Fabrazyme, par perfusion intraveineuse également. Comme pour l'autre enzymothérapie, pour la galsidase bêta, il n'y a aucune adaptation posologique à envisager en cas d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique ou de sujets âgés de plus de 65 ans. Comme pour le Replagal, pour la grossesse et l'allaitement, ce n'est pas recommandé, mais il y a pas mal de cas rapportés dans la littérature. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager si nécessaire. Alors, pour ces deux médicaments, la galsidase alpha et bêta, les modalités de perfusion sont très similaires puisque ce sont des perfusions intraveineuses, donc sur voie périphérique ou chambre implantable si nécessaire. En tout cas, il doit y avoir la pose d'un filtre sur la voie d'administration et on ne peut pas administrer un autre traitement sur cette même voie d'administration que la galsidase. C'est un traitement qui est prescrit a priori au long cours, donc parfois avec le temps, la chambre implantable, elle devient nécessaire quand il y a des difficultés d'abord veineux. Je pense que ce qui est très important à expliquer aux patients, c'est qu'à partir du moment où on va initier ce traitement intraveineux, pendant les 4 à 6 premiers mois, les perfusions vont se dérouler à l'hôpital. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable parce que le principal effet indésirables des perfusions de la galsidase sont les réactions à la perfusion qui se manifestent le plus souvent entre le 2e et le 4e mois de traitement, qui se manifestent surtout par des fièvres, des frissons. C'est les symptômes les plus fréquents qui sont en partie liés avec la présence d'anticorps anti-agalsidase, mais qui sont également liés à la vitesse de perfusion de la galsidase. C'est pour ça qu'on encadre les premières perfusions à l'hôpital et que, surtout pour la galsidase bêta, on va débuter à un débit de perfusion qui est très lent et qu'on va majorer progressivement. C'est un petit peu moins vrai pour la galsidase alpha. Concrètement, on peut envisager pour un patient de poids moyen d'arriver à 40 minutes de perfusion pour la galsidase alpha et 90 minutes pour la galsidase bêta. Mais ça, c'est des durées de perfusion qu'on ne peut pas atteindre avant au moins 6 mois de traitement. Donc, il faut bien prévenir le patient qu'au début, les perfusions, elles vont être longues, mais que c'est dans le but de réduire la durée des perfusions petit à petit. Et c'est pour ça que ces 4 à 6 mois de perfusion à l'hôpital sont indispensables. Une fois qu'on a atteint une vitesse et surtout une durée de perfusion acceptable pour le patient et que les perfusions se passent bien à l'hôpital, donc en général plutôt 4 mois pour le Replagal et 6 mois pour la galsidase, on peut envisager un relais à domicile. Et nous, à Lille, c'est ce qu'on fait systématiquement pour tous les patients. Ils sont tous maintenant à domicile. Pour le relais à domicile, on n'est pas obligé de passer par un prestataire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui facilite un peu la vie du patient parce que souvent le prestataire arrive à la maison avec tout le matériel, y compris le médicament qu'il est passé chercher à la pharmacie, ce qui permet au patient de ne pas se soucier d'avoir tout le matériel tout le temps à domicile. Un dernier cas de figure que je n'ai pas encore abordé, c'est les patients ou les patientes qui sont dialysés. On en a déjà parlé ce matin, mais il n'y a pas de contre-indication à leur prescrire une enzymothérapie. Et parfois, souvent, ça peut être utile pour d'autres organes que le rein, en particulier le cœur. À ce moment-là, il faut bien caler la perfusion. La perfusion de la galsidase, elle doit se passer pendant la dialyse ou juste après, ou en tout cas dans les 24 heures qui suivent la dialyse pour permettre d'avoir une bonne efficacité de la galsidase. Là, juste pour terminer, à titre d'exemple, je vous ai mis à partir d'un document que propose le laboratoire qui commercialise la galsidase bêta, donc celle qui doit se passer sur un plus longtemps. C'est un document d'exemple pour adapter les débits durant les premiers mois de traitement. Donc, si on prend l'exemple en jaune d'un patient d'environ 70 kg, donc on voit qu'au départ, pendant les 8 premières perfusions,
ce qui correspond à 16 semaines, soit 4 mois, le débit va être fixe et la perfusion, elle va être longue puisqu'elle va être de 4h40. Et c'est seulement ensuite, quand on aura passé ce cap des 4 mois, qu'on va diminuer les temps de perfusion et de façon un peu indicative, au bout de 13 perfusions, donc 6 mois, on sera à 2 heures de perfusion. On peut garder le patient quelques semaines de plus à l'hôpital pour accélérer un petit peu les perfusions et essayer d'atteindre 1h30. Mais voilà, c'est pour aider un petit peu le prescripteur dans la prescription des vitesses de perfusion. Il y a une dernière chose que j'ai oublié de dire pour la galsidase alpha et bêta, c'est qu'en fait, on arrondit toujours la posologie à la dose supérieure pour pas jeter le produit. On ne jette jamais le produit, on utilise l'entièreté des flacons qui sont entamés. En conclusion, ce que je dirais, c'est que il ne faut pas perdre de vue quand on initie le traitement que c'est un traitement chronique à vie et que c'est quelque chose qui est lourd, qui va être lourd. Il ne faut pas se le cacher dans la vie du patient. Parce que l'administration de ce traitement, elle est complexe pour des raisons différentes pour le chaperon, dont certes l'administration est orale, mais qui demande un effort d'organisation au quotidien pour bien prendre le traitement un jour sur deux, pas se tromper, bien respecter le jeûne avant et après la prise du traitement, et une administration complexe aussi, évidemment pour l'enzymothérapie, qui nécessite d'avoir un peu une journée toutes les 2 semaines qui est consacrée au moins en partie au traitement. C'est pour ça qu'il y a, je pense, une grande importance à prendre le temps, et Olivier l'a dit ce matin, à faire participer le patient au choix de son traitement et à bien lui expliquer tout ce que ça va impliquer pour qu'il comprenne bien les enjeux du traitement et qu'il comprenne bien aussi les contraintes que ça va apporter. Parce que le fait de bien expliquer et que le patient ait bien intégré tout ça, je pense que ça peut que améliorer l'adhésion au traitement et le fait qu'il soit assidu à poursuivre ce traitement.